Avouer son attirance pour quelqu'un du même sexe revient à s'exposer à un danger imminent. Au Maroc, la question de l'homosexualité ne relève pas seulement de l'intime. Elle s'impose aussi dans l'espace public, au cœur de controverses médiatiques. Mais au-delà de ces controverses, la réalité est aussi juridique. À ce propos, l'homosexualité reste pénalement réprimée, comme c'est le cas dans plusieurs pays du Maghreb. Et au-delà du droit, ces questions sont portées dans l'espace public, à travers des discours politiques assumés. À ce propos, dans une émission, Rachid Ghannouchi affirmait ceci. Dans la société régie par l'islam, ceci est considéré comme un crime. Dans la partie précédente, nous avons vu que parler d'homosexualité en Afrique au singulier pouvait être problématique, dans la mesure où les réalités, les pratiques et les catégories varient fortement selon les contextes culturels et linguistiques. À travers l'analyse des langues, il apparaissait que ces expériences ne se laissent pas toujours saisir à partir des cadres occidentaux et qu'il est souvent plus pertinent de parler d'homosexualité au pluriel, afin de rendre compte de cette diversité. C'est dans cette continuité que l'on peut s'intéresser au cas du Maghreb. Là encore, il s'agit de déplacer le regard, de questionner les catégories que l'on mobilise pour penser la sexualité, comme le montre Valérie Beaumont. Dans son article intitulé « Amitié particulière au Maghreb », publié dans l'année du Maghreb, s'il est vrai qu'en matière de sexualité, en admettant qu'il faille absolument poser en termes dualistes la gamme des comportements sexuels, la dichotomie actif-passif prend au Maghreb le pas sur la dichotomie hétérosexuelle-homosexuelle. Il faut noter que cette dernière, qui est d'ailleurs relativement récente dans l'histoire sociale occidentale, n'est pas absente du terrain maghrébin, notamment en milieu urbain et bourgeois bien sûr. C'est un fait que des ressortissants du Maghreb, que nous ne pouvons évidemment pas dénombrer, traversent des périodes plus ou moins longues, continues ou intermittentes d'activité homosexuelle pour un jour passer à une sexualité hétérosexuelle. En se mariant par exemple, passage qui pourra éventuellement être jalonné d'aventures homosexuelles. Parallèlement, nous assistons à l'émergence d'une exclusivité homosexuelle qui perturbe la morale publique, alors que le fait d'envisager que des hommes puissent avoir des rapports sexuels entre eux a toujours été implicitement admis, car si l'exclusivité homosexuelle implique le refus du mariage et donc une récusation directe des normes sociales et culturelles par le choix d'un mode de vie ostentatoire défiant les représentations de la virilité. Elle fait aussi planer le spectre de la confusion des genres tout en éveillant la méfiance au sujet de certaines amitiés masculines. Le malaise suscité par ce qui semble constituer le printemps de la revendication homosexuelle maghrébine et l'écho d'un mouvement gay encore largement virtuel est d'autant plus grand qu'il paraît être pour plusieurs conséquences d'une action corruptrice du modèle occidental qui viendrait valider les formes les plus nuisibles de perversion, d'égarement spirituel et de pathologie physique et mentale. Dans une première partie, je vous propose d'entrer progressivement dans l'analyse à travers 3 tableaux construits directement à partir du travail de la chercheuse. Autrement dit, dans un premier temps, nous démontrerons ce que ce sujet est aujourd'hui, c'est-à-dire une cause internationale et un sujet à la mode, afin de comprendre comment la question des homosexualités maghrébines s'inscrit dans des dynamiques globales, médiatiques et politiques. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au choix des lieux et des acteurs, c'est-à-dire aux conditions concrètes de l'enquête de Valérie Beaumont. Comment a-t-elle pu observer, interroger et comment elle a su se positionner face à un terrain à la fois sensible et situé. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons ce qu'elle appelle les premiers balbutiements d'un terrain ethnographique. Pour cette partie, j'ai fait le choix d'une véritable mise en abîme. Afin de vous restituer au plus près l'expérience décrite par l'autrice, j'ai conçu avec mon équipe un court documentaire visuel réalisé à partir d'outils d'intelligence artificielle mobilisés de manière rigoureuse et contrôlée.
Ce travail qui nous a demandé près de 2 semaines de production ne relève pas d'un simple usage illustratif de l'IA, mais d'une démarche construite, pensée comme un dispositif de restitution au croisement de la recherche et de la création visuelle. Ce documentaire vous sera proposé dans cette 3e partie, avant que je ne revienne ensuite pour en proposer une lecture analytique et clôturer cette première séquence. Aujourd'hui, les sociétés qui pénalisent ou qui stigmatisent les homosexuels font l'objet d'une attention particulière de la part des médias, mais aussi des associations nationales et internationales de défense des droits humains, comme l'Association marocaine des droits humains, Human Rights Watch ou encore Amnesty International. Dans ce contexte, les violences, qu'elles soient physiques ou symboliques, suscitent des formes de solidarité de plus en plus visible. Mais cette solidarité s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de l'internationalisation de la question homosexuelle. Or, cette internationalisation n'est pas sans effet. Elle s'accompagne parfois d'une redéfinition des identités homosexuelles qui peut être à la fois réductrice et uniformisante en imposant implicitement certaines manières de se définir ou de se revendiquer. Car les homosexuels des sociétés occidentales et ceux des sociétés maghrébines n'envisagent pas nécessairement de la même façon les relations affectives et sexuelles entre hommes en raison de contextes sociaux, historiques et culturels différents. De la même manière, les formes prises par les mouvements gays dans les sociétés occidentales ne correspondent pas exactement à celles encore émergentes que l'on observe dans les sociétés du Maghreb. Parallèlement à cette mondialisation progressive des revendications, certains espaces, qu'ils soient physiques ou virtuels, continuent de produire des représentations homosexuelles marquées par des logiques d'ethnicisation. On observe ainsi une tension entre un discours qui insiste sur l'universalité de l'homosexualité et en même temps un attachement persistant à des particularismes culturels. Cette tension participe d'une forme de confusion autour de la notion même d'homosexualité. Face à une culture gay occidentale qui tend à projeter l'image d'identité relativement homogène, on voit aussi apparaître ou se maintenir des pratiques homosexuelles plus diverses, situées et différemment perçues selon les contextes. Par ailleurs, l'homosexualité dans les sociétés musulmanes occupe aujourd'hui une place croissante dans les espaces académiques à travers les séminaires, les colloques et les publications consacrées aux questions de genre et de sexualité en islam. Mais cette visibilité s'accompagne souvent d'une opposition implicite entre des sexualités qui seraient d'ici et d'autres qui seraient de là-bas, entre des homosexuels européens d'un côté et des homosexuels arabes musulmans ou maghrébins de l'autre. Comme si ces ensembles étaient homogènes, comme s'ils étaient séparés et comme si aucune hétérogénéité interne ne subsistait. Dès lors, une question centrale se pose. Comment délimiter des objets aussi complexes, aussi multidimensionnels et aussi fluctuants que les comportements, les identités et les désirs homosexuels? À qui fait-on référence lorsqu'on parle d'homosexualité, que ce soit dans une perspective locale ou transnationale? Le choix des mots devient alors essentiel. Faut-il parler d'une homosexualité maghrébine ou plutôt d'homosexualité au Maghreb? Faut-il les penser en opposition ou en comparaison ou même en complémentarité avec les cultures homosexuelles, pour ne pas dire homosexuelles occidentales? En somme, comment construire une ethnographie de l'homosexualité maghrébine? Les 2 principaux terrains nord-africains de l'enquête se sont déroulés à Tunis et à Marrakech, 2 villes caractérisées par une grande diversité sociale et économique. En raison d'un faible niveau en arabe dialectal, la chercheuse a fait le choix d'investir des univers fréquentés en partie par des francophones, mais aussi par des touristes, des expatriés et des binationaux. Pour Valérie Beaumont, il serait toutefois erroné d'interpréter ce choix comme un enfermement dans des microcosmes imperméables aux populations locales, ou comme une mise à distance volontaire des milieux dits traditionnels, notamment en ce qui concerne les espaces fréquentés par des homosexuels. Au contraire, les formes de rassemblement fondées sur une identité de genre ou sur une orientation sexuelle produisent des configurations sociales particulièrement mixtes, difficiles à observer dans d'autres contextes.
Ainsi, une même soirée peut réunir des profils très variés. De jeunes étudiants issus de milieux modestes ou favorisés, mais aussi des politiciens, des enseignants, des artistes, des membres d'ONG, des employés de la restauration, des touristes européens ou encore des investisseurs étrangers. Par ailleurs, la chercheuse a également cherché à s'insérer dans des groupes d'amis composés de jeunes hommes issus de milieux différents, qui se retrouvent pour des raisons qui ne relèvent pas directement de l'identité homosexuelle. Parmi eux, on trouve des artisans, des commerçants de la Médina, des étudiants, des musiciens, des acteurs du milieu de la mode, des personnes sans emploi ou encore des garçons de café. Elle a également pu s'entretenir avec de nombreux Occidentaux en couple avec des partenaires locaux, présents au Maroc, notamment à Marrakech et à Agadir, que ce soit dans un cadre touristique ou professionnel. Comme dans de nombreuses enquêtes sociologiques contemporaines, l'exploration du cyberespace a constitué un espace à la fois indispensable et riche, bien que non dénué de limites. Le caractère anonyme des échanges et la difficulté à mesurer l'ampleur réelle des phénomènes observés en ligne posent en effet des problèmes méthodologiques importants. Cependant, les publications, les blogs et les forums de discussion permettent d'ouvrir de nouvelles pistes d'analyse. Ils donnent aussi à voir la formation de réseaux d'acteurs qui peuvent s'unir, dialoguer ou entrer en conflit. On observe par exemple des échanges entre des hommes gays et des fondamentalistes musulmans, mais aussi des circulations d'informations entre la société civile et les gouvernements. Sans oublier les médias et les associations LGBTQI, qu'elles soient occidentales ou arabes. Enfin, la chercheuse a pu, à certaines occasions, entrer en contact avec de jeunes prostituées marocains, bien que cette population ne constitue pas l'objet central de son article. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, l'ensemble de ces interactions forme néanmoins un corpus de situations urbaines relativement diversifiées. Ce que montre ce terrain, c'est que l'accès à ce type de réalité ne va jamais de soi. Les paroles recueillies ne sont ni transparentes ni immédiates. Elles sont situées, parfois stratégiques, et demandent à être interprétées avec prudence. Les premières impressions, aussi fortes soient-elles, ne suffisent pas. Elles doivent être reprises, déplacées, mises à l'épreuve. On comprend aussi que la manière de se dire dépend étroitement des contextes. Selon les situations, les individus exposent, contournent ou déplacent ce qu'ils peuvent dire d'eux-mêmes. Autrement dit, le terrain impose une exigence: suspendre les évidences. Les premiers balbutiements d'un terrain ethnographique. Lorsque, en 2007, je commençais à travailler sur l'homosexualité dans le monde arabe, j'eus d'abord l'impression d'avancer sur une terre vierge. J'avais subi de fortes mises en garde. J'étais une femme, j'étais occidentale, je ne maîtrisais qu'un arabe normatif très sommaire, et sur un sujet aussi sensible, je n'allais jamais parvenir à faire parler les gens, ni même à gagner la confiance des homosexuels. Je risquais en outre de m'attirer les foudres des religieux et des conservateurs. En somme, on me trouvait soit téméraire, soit naïve. Sans doute m'a-t-il fallu être un peu des deux pour me lancer dans cette recherche. Je dois d'abord mentionner un voyage initiatique effectué plusieurs années auparavant, quelque temps après un séjour prolongé au Proche-Orient. Parti au Maroc avec un ami, nous nous étions donné 3 mois pour sillonner l'Atlas, le désert, le Rif, 2 ou 3 vallées et les villes impériales. Comme nous étions étudiants et que nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous avions décidé d'accepter les propositions d'hébergement qui nous seraient offertes et les transports en stop. Pour notre plus grand bonheur de routard, nous avons pu ainsi tisser rapidement avec les Marocains des liens assez familiers pour échanger sur quantité de sujets, dont un qui nous intéressait particulièrement, celui des relations entre garçons et filles. Nous avions surtout affaire à de jeunes hommes. Les Marocaines se faisaient très discrètes, quand elles n'étaient pas totalement absentes des lieux de nos discussions. Nous allions être surpris par les difficultés qui ressortaient des confessions recueillies des jeunes Marocains et Marocaines à vivre des relations affectives et sexuelles. Idylle compliquée par des problèmes de distance géographique, absence de lieux permettant les échanges intimes,
Amours rendus impossibles par les stratégies parentales. Négociations féroces au sujet des limites à ne pas franchir durant les échanges sexuels. Attentes sexuelles non satisfaites et déceptions amoureuses suite au refus de l'un des partenaires de s'engager dans la durée. Un soir de juillet, dans la vallée du Draa, Aziz, un guide touristique d'une 30aine d'années, nous a livré sa propre histoire d'amour avec une jeune Marocaine de Marrakech. Du fait de son origine aisée, le mariage paraissait impossible. Pour être captivant et fluide, son récit avait quelque chose de théâtral, au point où nous nous sommes demandé s'il ne le répétait pas à tous ses clients depuis des années. Néanmoins, le cadre étant agréable et exotique, nous l'écoutions avec ravissement. L'ouverture d'Aziz nous incitait à lui poser en retour les questions qui nous étaient venues à l'esprit durant ces 4 semaines de voyage à travers le Maroc. Ainsi, nous lui avons confié nos mésaventures avec des jeunes hommes qui s'étaient comportés avec nous de manière grossière, en nous assaillant de remarques agressives, d'allusions sexuelles et de gestes vulgaires. Aziz parvint facilement à nous faire comprendre des choses que nous supportions difficilement en nous faisant comprendre qu'il fallait pour la circonstance inverser le sens de l'agression. Quand ils vous voient ainsi tous les deux ensemble, ils sont terriblement jaloux et frustrés. Ils savent que vous avez le droit de louer une chambre d'hôtel sans être mariés, de boire une bière ensemble, d'aller où vous voulez tous les deux sans que cela ne choque personne. Alors, ne faites pas attention à eux. Soyez seulement un peu discrète, ne les écoutez pas et surtout, ne leur répondez pas. Ça les excite davantage. Vous savez, chez nous, comme je vous l'ai raconté, c'est compliqué d'avoir une copine et de faire des choses avec elle. Tous les hommes ont donc déjà couché avec d'autres hommes. Sans véritablement me surprendre, cet aveu m'a intrigué. Aziz disait bien que tous les hommes avaient des rapports homosexuels. Pourquoi avait-il lui-même abordé le sujet? Cherchait-il à parler de lui-même? Était-ce une routine propre à certains guides et qui consiste à se rendre plus attrayants que leurs concurrents en abordant les tabous qui rendent le Maroc plus exotique ou intrigant? Ou encore, Aziz n'avait-il tout simplement pas banalisé l'acte homo-érotique, qu'il en participe ou pas? Quelles que soient ses motivations réelles, ces quelques confidences à la chandelle sont venues renforcer des idées reçues que j'allais rapidement être amené à nuancer et à déconstruire. Il est important de souligner que ce que vous venez de voir ne permet pas encore de comprendre comment tout cela fonctionne concrètement. Ces réalités ne s'expriment pas directement. Elles prennent forme dans des configurations précises avec leur propre logique. Et c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante. Dans une prochaine partie, on entrera au plus près de cette dynamique. On verra comment la chercheuse parvient à partir d'indices discrets, de situations ordinaires et d'interactions souvent implicites à reconstruire des logiques sociales qui, au premier regard, restent invisibles. Mais n'oublie pas de t'abonner.